Mes chers collègues, le choix que vous avez fait en me portant à la présidence de l'Assemblée fédérale me touche profondément. Mais je le sais. Celui que vous avez voulu distinguer, c'est moins ma personne que le militant du fédéralisme qui, depuis 14 ans, se bat. L'usage veut que le nouvel élu fasse un tour d'horizon des problèmes de l'heure. Je n'y faillirai pas. Je veux auparavant vous dire comment je conçois mon rôle de président. Le premier rôle d'un président est de présider. Je m'efforcerai d'être le président de tous mes collègues, quel que fût leur ancien parti, quel que soit l'État qui les a délégués ici. J'entends présider vos débats avec sérénité, certes, mais avec fermeté. La discipline est la force des armées, elle est la force des démocraties. La constitution de la Fédération du Mali est une constitution démocratique. Elle a réalisé la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. La séparation des pouvoirs ne veut pas dire qu'ils doivent s'opposer. Tout au contraire, elle permet, elle exige leur collaboration harmonieuse. Votre président favorisera de toute son autorité cette collaboration selon les traditions des démocraties parlementaires. Tout cela n'aura qu'un but, assurer d'une part la cohésion de votre Assemblée, renforcer d'autre part la stabilité du gouvernement fédéral. Tout cela n'aura qu'un but, asseoir solidement la Fédération du Mali. Ce dernier problème doit être notre souci majeur, j'allais dire notre unique problème. Vous le savez, depuis, avant même la Constitution fédérale du 17 janvier 1959, la Fédération du Mali est la cible de toutes les forces coalisées du mal, de toutes les forces de division et de régression. Contre la coalition de ces forces, notre devoir est de nous ceindre les reins. Nos adversaires sont de deux sortes. Il y a d'abord les adversaires, je ne dirais pas les ennemis de l'intérieur, qui sont des Africains, nos frères. Ils croient habiles de crier à la sécession et de nous présenter comme des ennemis de la France. Nombre d'entre nous ont risqué leur vie sous l'occupation dans les rangs de la résistance française. Le mérite est mince de clamer sa fidélité à la communauté quand cela vous rapporte l'aide massive de la métropole et des appuis politiques. Il y a entre les deux attitudes la distance de la parole aux actes. Ce sont les adversaires de l'extérieur qui inspirent et appuient ceux de l'intérieur. Dans Le Monde du 21 mars 1959, M. Georges Chaffard écrit « En revanche, ces mêmes dirigeants parlent en termes parfois véhéments du torpillage du Mali par certaines personnalités françaises. L'affaire est couramment évoquée ici, c'est-à-dire à Dakar, dans toutes les conversations. Et cela non seulement par les dirigeants précités, mais aussi bien par nombre de fonctionnaires français observant une stricte neutralité. Il faut remarquer d'ailleurs que les manœuvres prêtées à quelques personnages métropolitains n'auraient pu aboutir si elles n'avaient rencontré l'adhésion immédiate d'hommes politiques africains prêts à marchander une contrepartie pour leur propre territoire. Cela signifie que les activistes de certains partis métropolitains n'hésitent pas, contre l'esprit de la Constitution, à intervenir dans les affaires intérieures des États africains et à exercer leur action jusqu'au sein du gouvernement de la République française et de proclamer faussement innocent le problème des fédérations primaires regarde les seuls Africains.
Malgré ces offensives menées en même temps de l'extérieur et de l'intérieur, nous devons garder la tête froide en évitant d'envenimer les rapports franco-africains, car nous trouvons un suprême recours en la personne du général de Gaulle, président de la République et de la communauté. Nous lui garderons notre respect et notre confiance. S'il ne partage pas toujours nos points de vue, il les comprend. Il a le sens de l'histoire et le respect de la parole donnée. Il a prouvé par ses actes qu'il entendait se conformer non seulement à la lettre, mais encore à l'esprit de la Constitution du 5 octobre 1958 que nous lui devons. Nous voilà donc libres d'aller de l'avant pour bâtir la fédération du Mali. Nous la bâtirons dans l'Europe. Parce que, portés par l'élan quasi unanime de notre peuple, nous sommes animés de la foi qui soulève les montagnes. C'est la grande vérité du XXe siècle qu'un État à lui seul ne peut résoudre les grands problèmes du monde contemporain, surtout s'il ne compte, comme c'est notre cas, que de 500 000 à 4 millions d'habitants. C'est la raison profonde du projet d'Union européenne, de l'effort désespéré des États arabes et des États d'Amérique latine pour se grouper en fédération. J'entends bien qu'il y a la communauté qui nous offre le cadre d'un vaste ensemble de peuples complémentaires. Ce n'est qu'un cadre. Il faut le remplir. Comment croire que l'on puisse édifier la communauté franco-africaine si l'on commence par dissocier la communauté africaine? L'ancienne AOF nous offre maintenant le spectacle d'États désunis et même ennemis. Les antifédéralistes donnent le ton. Ce ne sont plus dans leurs États que licenciements partisans de fonctionnaires, expulsion arbitraire de citoyens de la communauté, querelles tribales. Comment croire que le racisme et l'esprit partisan s'arrêtent aux frontières de la candeur, que les Européens doivent être toujours épargnés? J'irai plus loin. S'agissant des États fédéralistes, comment croire que la guerre sainte de l'islam, inspirée par de mauvais catholiques européens, doivent toujours choisir ses victimes parmi les musulmans? En vérité, il y a là un soulèvement de passions qui, comme des charges de dynamite, finiront par ruiner la communauté aux grands dents des uns et des autres. La force de la communauté résidera essentiellement dans le sentiment que chaque peuple aura de sa dignité. C'est renforcer la force de la communauté que de débarrasser les peuples d'outre-mer de leur complexe d'infériorité. Aux rapports anciens, fondés sur la dépendance, doivent se substituer des rapports d'égalité. L'égalité de droit, non de fait, l'égalité morale est la condition sine qua non de la fraternité. C'est ce qu'a compris la Grande-Bretagne. Il ne s'agit pas de la préférer à la France, loin de moi cette idée. Il s'agit de constater le fait. En Nigeria, la Grande-Bretagne, résistant au courant centrifuge des États, a combattu la balkanisation. Avec un réalisme tout anglo-saxon, elle a compris que l'éclatement de la Nigeria affaiblirait certes les États africains, mais aussi sa propre influence. Une AOF désunie ne peut faire le poids devant les États de langue anglaise supérieurs par la richesse et la population. Cet exposé ne serait pas complet si je n'abordais devant vous, avec vous, le problème de l'indépendance. Il ne doit pas y avoir de sujet tabou. La communauté reposera sur la franchise et la loyauté, ou elle ne sera pas. Si nous sommes convaincus de ces quelques vérités, alors nous ferons de la fédération du Mali une pyramide inébranlable qui défiera le temps. Il ne faut pas regretter
qu'elle ne soit composée au départ que de 2 États. Il n'est pas mauvais de commencer petitement. Il vaut mieux être 2 États animés de la même foi que 4 États dont 2, du moins leur gouvernement, hésitent à s'engager. Les autres viendront nous rejoindre tôt ou tard si le succès couronne nos efforts. Nous avons toutes les chances de réussir. Il y a notre foi, il y a les 6 millions d'âmes que nous avons rassemblées, il y a notre organisation, il y a nos ressources économiques qui ne sont pas minces. Comme le rappelait M. Gabriel Darboussier dans son rapport à l'Assemblée constituante fédérale, l'ancienne AOF avait un revenu annuel de 348 milliards, mais sur ce revenu, le seul Sénégal fournissait 107 milliards. Et puis, nous pouvons le dire sans fausse modestie, nous portons aujourd'hui l'honneur de l'Afrique noire de langue française. Au milieu des lâchetés, des reniements, des retournements, nous sommes les 2 États qui ont respecté la signature de leur gouvernement et le serment de leurs constituants. Osons le dire, nous avons évité à notre race le mépris du monde. Mais le succès ne couronnera pas nos efforts si nous cultivons en nous les vertus qui font le succès. M. Winston Churchill l'a dit, non sans raison. Ce qui fait le succès d'un homme politique, ce n'est ni l'intelligence, ni le caractère, mais une patiente persévérance. Il nous faut créer une mystique du travail. J'ajoute les mystiques complémentaires de la méthode, de la discipline, de la dignité négro-africaine. C'est bien de vouloir décoloniser les Européens. Commençons par nous décoloniser nous-mêmes, par tuer le vieil homme. Si le grain ne meurt, écrivait André Gide, si le grain ne meurt, comment naîtrait le mil nouveau? Comment naîtrait la civilisation nouvelle? Comment fleurirait la greffe sur le sauvageon africain? Devant les barrages édifiés sur notre route, devant les incompréhensions et les injures, nous nous garderons de répondre par la violence et la haine. Celles-ci sont stériles. Nous resterons calmes et souriants. Je l'ai dit ailleurs, je le répète. Les Européens, nos concitoyens de la communauté, ont tort de s'affoler. Ils seront chez eux au Mali. Notre bonne volonté finira par convaincre, pourvu seulement qu'elle se traduise en actes. Elle s'est déjà traduite en actes. L'idéal pour lequel nous luttons en vaut la peine. Ce que nous voulons, et ce sera ma conclusion, ce que nous voulons, c'est, avec la France, réaliser un grand ensemble fraternel où l'homme aura la première place. Mais, pour la réalisation de cet idéal, il faut d'abord qu'associé à la France dans la communauté, vive le Mali.